Je m'appelle Suzanne Lefebvre. J'ai 85 ans. Ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de dignité retrouvée. Quand on vieillit, on dit souvent que les souvenirs deviennent plus clairs que le présent. C'est vrai. Je me rappelle parfaitement le parfum du café que mon mari Pierre préparait chaque matin pendant 53 ans. Je me souviens de la texture de ses mains, rugueuses mais tendres. Je me souviens de sa voix qui m'appelait « ma Suzon », avec cette douceur qui ne s'use jamais. Ce que je vais vous raconter, je ne l'ai jamais dit à personne. Pas aux infirmières de la résidence où je vis aujourd'hui. Pas aux quelques amis qui me rendent encore visite. Pas même à ma petite fille Élise, la seule qui m'appelle encore. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de parler. Pas pour me soulager, pas pour juger. Simplement pour témoigner de ce qui arrive quand l'amour d'une mère rencontre l'ingratitude d'un fils. Mon fils s'appelle Thomas. Il a 58 ans. Pendant toute mon existence, j'ai cru que l'amour d'une mère était inconditionnel, que peu importe ce qu'un enfant faisait, une mère pardonnait toujours. Je croyais cela avec la certitude qu'on réserve aux vérités sacrées. Aujourd'hui, je sais que même l'amour maternel a ses limites, et que la dignité, parfois, vaut plus que le sang. Tout a commencé il y a 1 an et demi. Pierre venait de nous quitter. Une belle mort, disaient les gens, dans son sommeil, sans souffrance, à 87 ans, après une vie bien remplie. Ces phrases consolantes qu'on répète aux funérailles comme des prières automatiques. Mais pour moi, ce n'était pas une belle mort. C'était la fin du monde. 53 ans de mariage ne s'effacent pas parce que quelqu'un meurt paisiblement. Les premiers jours après le départ de Pierre ont été les plus sombres de mon existence. La maison semblait immense et vide. Chaque pièce portait son empreinte. Le fauteuil où il lisait son journal. La tasse qu'il utilisait toujours pour son thé du soir. Le jardin qu'il entretenait avec une patience de moine. J'errais dans cette maison comme un fantôme, incapable de dormir dans notre lit sans lui. Je passais mes nuits sur le canapé du salon, enveloppé dans sa vieille robe de chambre qui portait encore son odeur. Thomas est venu me voir 2 jours après l'enterrement. Il était accompagné de sa femme, Nathalie. Une femme froide que je n'ai jamais vraiment comprise. Ils se sont assis dans le salon, face à moi, et j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Il y avait dans leur regard cette détermination qu'on voit chez les gens qui ont pris une décision difficile. Cette fausse compassion qui cache autre chose. « Maman !» a dit Thomas avec cette voix douce qu'il prenait quand il voulait obtenir quelque chose. « Nathalie et moi, on s'inquiète pour toi. Cette maison est trop grande. Tu es toute seule. À ton âge, ce n'est pas raisonnable. À mon âge. » Ces 3 mots qui effacent une vie entière. Comme si à 85 ans, on n'était plus capable de décider pour soi-même. Comme si la vieillesse était une forme de folie qui justifiait qu'on vous traite comme une enfant. Je leur ai répondu que j'allais bien, que j'avais besoin de temps, que cette maison était tout ce qui me restait de Pierre. Mais Thomas a insisté. Il avait trouvé une résidence, un endroit magnifique, disait-il, avec des jardins, des activités, des gens de mon âge. Je ne serais plus seule. On s'occuperait de moi. Je me souviens d'avoir regardé par la fenêtre ce jour-là. Le prunier que Pierre avait planté pour nos 10 ans de mariage était en fleurs, des fleurs blanches, délicates, qui dansaient dans le vent de mars. Et j'ai pensé, comment pourrais-je quitter cet arbre? Comment pourrais-je abandonner toutes ces années qui vivent dans ces murs? Mais Thomas était mon fils, mon unique enfant. Et une mère veut croire que son enfant agit pour son bien. Alors j'ai dit oui, pas immédiatement. Mais après 2 semaines de visites quotidiennes, de pressions douces, d'arguments répétés, j'ai fini par céder, par fatigue, par solitude, par cette confiance aveugle qu'une mère garde toujours pour son fils. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ma vie allait basculer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer, que 7 jours après mon arrivée dans cette résidence, tout allait changer, que mon téléphone allait sonner 33 fois sans que je réponde, et qu'après cela, plus rien ne serait jamais comme avant. Mais je vais trop vite. Laissez-moi d'abord vous raconter comment c'était avant. Avant la douleur, avant la trahison, avant que je découvre qui était vraiment mon fils. Ne manquez aucune de ces histoires. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut que vous sachiez qui j'étais avant, qui nous étions, Pierre et moi. Parce qu'une vie ne se résume pas à sa fin, et que même dans la douleur la plus profonde, les beaux souvenirs restent vrais. J'ai rencontré Pierre en 1956. J'avais 20 ans. Lui, 22. C'était à la bibliothèque municipale de Lyon, où je travaillais comme assistante. Il était venu chercher un livre sur l'architecture gothique. Nos mains se sont touchées en atteignant le même ouvrage sur l'étagère.
Il a souri. Moi aussi. 6 mois plus tard, nous étions mariés. Notre maison, nous l'avons achetée en 1962. Une petite bâtisse en pierre, à la périphérie de la ville, avec un jardin qui semblait infini à mes yeux de jeune femme. Pierre était architecte, pas célèbre, mais talentueux. Il dessinait des écoles, des bibliothèques, des bâtiments modestes mais solides. Il disait toujours que l'architecture devait servir les gens, pas impressionner les critiques. Le matin, dans notre maison, avait un rituel sacré. Pierre se levait toujours le premier. J'entendais ses pas dans l'escalier, puis le bruit de la cafetière italienne qu'il posait sur le feu. L'odeur du café montait jusqu'à notre chambre comme une caresse invisible. Puis, il revenait avec un plateau. 2 tasses, 2 croissants le dimanche. Et cette façon qu'il avait de me regarder, comme si j'étais toujours la jeune femme de la bibliothèque. Les murs de notre maison racontaient notre histoire. Dans le salon, il y avait ce tableau que nous avions acheté lors de notre voyage en Provence. Une scène de lavande sous un ciel impossible. Dans la cuisine, la vieille horloge qui appartenait à la mère de Pierre. Elle retardait de 10 minutes, mais nous n'avons jamais voulu la faire réparer. C'était notre horloge, notre temps à nous. Le jardin était le royaume de Pierre. Il y passait des heures, surtout après sa retraite. Il avait planté des rosiers pour moi, des tomates, des salades, des herbes aromatiques, le prunier dont je vous ai parlé, et ce petit banc en bois qu'il avait construit lui-même, sous le vieux chêne, où nous prenions le thé les soirs d'été. Thomas est né en 1967, notre miracle. Après 7 ans de mariage, nous pensions que les enfants ne viendraient pas. Et puis, il est arrivé. Petit, fragile, avec ses grands yeux noirs qui semblaient tout comprendre. Je me souviens de la première fois où je l'ai tenu dans mes bras. Cette peur immense mêlée à une joie qui me dépassait. Pierre pleurait. Lui, l'homme fort et silencieux, pleurait de bonheur. Thomas a grandi dans cette maison. Je vois encore ses petits pas dans le couloir, ses dessins accrochés au réfrigérateur, ses livres d'école étalés sur la table de la cuisine. Pierre l'emmenait au jardin. Il lui apprenait à planter, à arroser, à respecter la terre. Thomas adorait son père. Il le suivait partout comme une petite ombre heureuse. Les dimanches, nous allions nous promener au parc, tous les 3. Pierre portait Thomas sur ses épaules. Moi, je marchais à côté, ma main dans celle de mon mari. Ces moments-là étaient simples, ordinaires. Mais c'est dans l'ordinaire que se cache le vrai bonheur. On ne le sait jamais sur le moment. On le comprend seulement quand il a disparu. À table, le soir, nous parlions de tout. Thomas nous racontait sa journée d'école. Pierre parlait de ses projets. Moi, je les écoutais, heureuse d'être le centre tranquille de ce petit univers. La lumière de la lampe au-dessus de la table créait un cercle chaud autour de nous. Dehors, le monde pouvait être difficile. Mais ici, dans cette cuisine, nous étions en sécurité. Quand Thomas a eu 15 ans, quelque chose a commencé à changer. L'adolescence, disèrent les gens. C'est normal. Tous les enfants passent par là. Il est devenu plus distant, plus secret. Il s'enfermait dans sa chambre. Il répondait par monosyllabes. Pierre me disait de ne pas m'inquiéter, que notre fils avait besoin d'espace, que c'était temporaire. Mais moi, j'ai senti un premier froid, comme quand un nuage passe devant le soleil. Rien de grave, juste une ombre, une légère inquiétude que je n'arrivais pas à nommer. Je me disais que c'était mon imagination, que j'étais trop protectrice, qu'il fallait laisser Thomas devenir un homme. Il a quitté la maison à 22 ans, pour ses études, puis pour son travail. Il a rencontré Nathalie. Ils se sont mariés. Nous n'étions pas très proches de Nathalie. Elle était polie, mais froide, comme ces gens qui sourient sans jamais vraiment vous voir. Mais Thomas semblait heureux. Et pour une mère, le bonheur de son enfant suffit. Les années ont passé. Thomas venait nous voir de moins en moins souvent, 1 fois par mois, puis tous les 2 mois, puis seulement aux fêtes. Il avait ses raisons, son travail, sa vie, ses responsables. Je ne lui en voulais pas. C'est ainsi que vont les choses. Les enfants grandissent, ils partent, ils construisent leur propre monde. Pierre et moi sommes restés dans notre maison. Nous avons vieilli ensemble, doucement, comme 2 arbres qui poussent côte à côte. Nos cheveux ont blanchi, nos corps sont devenus plus fragiles. Mais notre amour, lui, est resté intact, même renforcé. Parce qu'après 50 ans ensemble, on ne se parle plus avec des mots. On se comprend dans le silence. Le soir, avant de dormir, Pierre prenait ma main. Toujours. Même quand il était fatigué. Même quand il avait mal au dos. Il prenait ma main et il la serrait doucement. C'était sa façon de dire « Je suis là, tu n'es pas seul ». Et moi,
Je serrai la sienne en retour, pour lui dire la même chose. Voilà qui nous étions. Une famille ordinaire, une vie simple, rien d'extraordinaire, mais nous étions heureux. Et je croyais que cet amour que nous avions construit protégerait notre famille pour toujours. Je croyais que Thomas portait en lui tout ce que nous lui avions donné. La bonté, la loyauté, le respect. Je me trompais. La résidence s'appelait les Jardins de l'Automne, un nom poétique pour un endroit qui ressemblait à un hôtel impersonnel. Thomas m'a accompagné le jour de mon emménagement. C'était un mardi de septembre. Le ciel était gris. J'ai quitté ma maison avec 2 valises et mon sac à main. 53 ans de vie résumés à quelques vêtements et quelques photos. Dans la voiture, Thomas parlait beaucoup. Trop. Il me disait que j'allais me plaire ici, que je me ferais des amis, que je serais bien entouré. Il avait cette voix trop enjouée, comme quand on essaie de convaincre un enfant d'aller chez le dentiste. Nathalie, assise à l'avant, ne disait rien. Elle regardait son téléphone. Ma chambre était au 2e étage. Petite, propre, fonctionnelle. Un lit, une place. Une armoire, un bureau, une chaise, une fenêtre qui donnait sur le parking. J'ai pensé aux pruniers de mon jardin, aux roses de pierre, au grand lit où nous avions dormi pendant plus de 50 ans. Et j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Thomas m'a aidé à défaire mes valises. Il accrochait mes vêtements dans l'armoire avec des gestes rapides, efficaces, comme quelqu'un qui accomplit une tâche désagréable mais nécessaire. Il évitait mon regard. Je le connaissais assez pour savoir qu'il était mal à l'aise, mais je croyais encore que c'était de la tristesse, de la culpabilité normale d'avoir placé sa mère en résidence. « Tu vas voir, maman », disait-il en rangeant mes pulls. « Dans quelques jours, tu te sentiras chez toi. » Mais je savais déjà que je ne me sentirais jamais chez moi ici. On ne se sent pas chez soi dans une chambre sans mémoire, sans les traces de ceux qu'on a aimés, sans l'odeur particulière que prend une maison avec le temps. Avant de partir, Thomas m'a embrassé sur le front. Un baiser rapide, froid, comme un devoir accompli. « Je reviendrai te voir bientôt », a-t-il dit. Puis, il est parti. Nathalie ne m'a même pas dit au revoir. Elle était déjà dans le couloir, pressée de s'en aller. Je me suis assise sur le lit, seule, dans cette chambre étrangère, et pour la première fois depuis la mort de Pierre, j'ai pleuré. Pas de gros sanglots. Juste des larmes silencieuses qui coulaient, sans que je puisse les arrêter. Je pleurais mon mari, ma maison, ma vie d'avant. Mais je pleurais aussi quelque chose que je ne comprenais pas encore. Une perte qui n'avait pas encore de nom. Les premiers jours ont été difficiles. Je ne connaissais personne. Les autres résidents semblaient former des groupes fermés. Ils se connaissaient depuis des mois, parfois des années. Moi, j'étais la nouvelle, la veuve récente, celle qui n'avait pas encore accepté d'être là. Je passais mes journées dans ma chambre. Je regardais par la fenêtre. Je pensais à Pierre. Je me demandais ce que je faisais là. Parfois, je prenais mon téléphone. Je regardais les photos de notre maison, le jardin, le salon, notre chambre. J'avais l'impression d'avoir été arrachée à ma propre vie. Thomas ne venait pas. Il appelait de temps en temps. Des conversations brèves. « Comment vas-tu, maman ? Tout se passe bien ? Tu t'es fait des amis ?» Je répondais que oui, par automatisme, par cette habitude qu'ont les mères de ne jamais inquiéter leurs enfants, même quand elles souffrent. Le 5e jour, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais dans la salle commune. Je tentais de lire un livre que je n'arrivais pas à suivre. Une femme s'est assise à côté de moi. Elle s'appelait Geneviève. Elle avait mon âge. Des cheveux blancs coupés courts. Des yeux vifs et intelligents. « Vous êtes nouvelle ?» a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. « Votre fils vous a amené la semaine dernière. » J'ai acquiescé. Elle a souri. Un sourire triste qui en disait long. « Le mien aussi m'a mise ici », a-t-elle continué. « Il y a 2 ans. Il voulait vendre ma maison. Il disait que c'était pour mon bien. J'ai senti un frisson me parcourir. « Vendre votre maison ? » ?»« Oui, pour payer la résidence, disait-il. Mais en réalité, il voulait l'argent. Ma maison valait beaucoup. Il pensait que j'allais partir bientôt, que je n'aurais plus besoin de rien. Elle a dit cela sans amertume, comme un fait, comme quelqu'un qui a dépassé la colère pour atteindre une forme de lucidité froide. « Mais je suis toujours là », a-t-elle ajouté avec un petit rire. « Cela fait 2 ans, et je compte bien rester encore longtemps, juste pour l'embêter. » Je ne savais pas quoi répondre. Je ne voulais pas croire que Thomas puisse avoir des intentions similaires. Mon fils n'était pas comme ça. Il avait ses défauts, certes, mais il n'était pas cupide, pas manipulateur. Pourtant, quelque chose a remué en moi.
Un doute minuscule, une question que je n'osais pas encore formuler complètement. Le soir même, j'ai appelé Thomas. Je voulais entendre sa voix, me rassurer. Il n'a pas répondu. J'ai laissé un message. C'est maman. Rappelle-moi quand tu peux. Il n'a pas rappelé. Le lendemain non plus, ni le surlendemain. 7 jours après mon arrivée à la résidence, tout a basculé. C'était un mercredi. Il pleuvait, cette pluie fine et froide qui semble ne jamais vouloir s'arrêter. J'étais dans ma chambre quand la directrice est venue frapper à ma porte. « Madame Lefebvre », a-t-elle dit avec un sourire professionnel, « nous avons besoin de certains documents administratifs, notamment concernant le règlement de la résidence. Votre fils nous avait dit qu'il s'en occuperait, mais nous n'avons encore rien reçu. » Mon cœur s'est serré. Quel genre de documents? Les modalités de paiement, l'assurance. Et il nous avait parlé d'une possible vente de votre maison pour couvrir les frais à long terme. Le monde s'est arrêté. Vente de ma maison? La directrice a semblé surprise. Oui, votre fils nous a dit que c'était convenu, que vous étiez d'accord. Je n'étais d'accord avec rien. Personne ne m'avait parlé de vendre ma maison. Notre maison. La maison de Pierre. J'ai remercié la directrice et j'ai refermé la porte. Mes mains tremblaient. J'ai essayé d'appeler Thomas. Pas de réponse. J'ai rappelé. Encore. Et encore. Toujours sa messagerie. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Pas tout. Pas encore la vérité complète. Mais j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Que mon fils me cachait quelque chose d'important. Et que cette résidence n'était peut-être pas pour mon bien. C'était pour autre chose. D'où m'écoutez-vous? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongée sur ce lit étroit, les yeux ouverts dans l'obscurité, essayant de comprendre, essayant de trouver une explication qui ne briserait pas mon cœur. Parce qu'une mère, voyez-vous, cherche toujours des raisons d'excuser son enfant, même quand les preuves s'accumulent, même quand la vérité commence à se dessiner. Je me disais que c'était un malentendu, que la directrice avait mal compris, que Thomas avait peut-être évoqué cette possibilité sans que ce soit une décision ferme. Il voulait simplement explorer toutes les options. C'était mon fils. Il ne ferait jamais rien contre ma volonté. Pas volontairement. Le lendemain matin, j'ai rappelé. Encore une fois, sa messagerie. Cette voix enregistrée qui me disait de laisser un message. J'en ai laissé un autre, plus pressant cette fois. Thomas, c'est maman. J'ai besoin de te parler. C'est important. S'il te plaît, rappelle-moi. Silence. Geneviève m'a trouvée dans le couloir ce matin-là. Je devais avoir l'air perdu parce qu'elle m'a prise par le bras et m'a guidée vers la salle commune. « Vous avez compris, n'est-ce pas » a-t-elle dit doucement. J'ai secoué la tête. Non, il y a un malentendu. Mon fils ne ferait jamais. C'est ce que je disais aussi, a-t-elle coupé avec une gentillesse qui faisait mal. Au début, pendant des semaines, j'ai cherché des excuses. Il est occupé. Il a des problèmes au travail. Il a oublié. Mais au fond, je savais, comme vous savez maintenant. Je ne voulais pas savoir. Je voulais continuer à croire. Parce que si je cessais de croire en Thomas, en qui pourrais-je croire? Il était mon fils, mon unique enfant, tout ce qui me restait de ma famille. Si je perdais confiance en lui, je perdais tout. « Vous avez d'autres enfants » m'a demandé Geneviève. « Non, juste Thomas. » Elle a hoché la tête. Parfois, c'est pire. Quand il n'y en a qu'un, on met tout notre amour dans cette seule personne. Et quand elle nous déçoit, on n'a personne d'autre vers qui se tourner. J'ai pensé à Élise, ma petite fille. Elle avait 25 ans. Elle vivait à Paris. Elle m'appelait régulièrement avant la mort de Pierre, depuis, moins souvent. Mais elle m'avait envoyé un message adorable après mon installation à la résidence. « Mamie, j'espère que tu vas bien. Je viendrai te voir bientôt. Je t'aime. » Ce message m'avait réchauffé le cœur. Au moins, quelqu'un pensait encore à moi. Quelqu'un m'aimait sans calcul. Les jours suivants, j'ai continué à appeler Thomas. Chaque jour, parfois plusieurs fois par jour. Sa messagerie. Toujours sa messagerie. Je variais l'essai des messages différents. Calme, inquiet. Puis, après une semaine, légèrement désespéré. « Thomas, je ne comprends pas pourquoi tu ne réponds pas. Si j'ai fait quelque chose qui t'a blessé, dis-le-moi. Mais ne me laisse pas sans nouvelles. S'il te plaît, rien. » J'ai essayé d'appeler Nathalie. Son téléphone sonnait dans le vide. Personne ne répondait. C'était comme s'ils avaient disparu, comme si je n'existais plus. La nuit, je me réveillais en sueur. Je faisais des cauchemars. Je voyais ma maison, vide, avec une pancarte à vendre plantée dans le jardin, le prunier de pierre coupé, les roses arrachées. Des étrangers qui marchèrent dans nos pièces, qui jugeaient nos murs, qui effaçaient nos souvenirs. Je me levais. Je prenais mon téléphone.
Je regardais les photos de la maison. Ma gorge se serrait. Cette maison n'était pas juste des murs et un toit. C'était Pierre. C'était notre vie. C'était l'endroit où Thomas avait grandi. Comment pouvait-il vouloir la vendre? Comment pouvait-il détruire tout cela? Sauf que je n'avais aucune preuve qu'il voulait vraiment le faire. Juste les paroles d'une directrice. Un malentendu. Une hypothèse mal formulée. Thomas n'avait peut-être jamais eu cette intention. J'amplifiais, je dramatisais peut-être la situation. C'est ce que je me disais. Pour me protéger. Pour repousser la vérité qui commençait à m'étouffer. Un après-midi, j'ai demandé à utiliser l'ordinateur de la résidence. J'avais besoin de vérifier quelque chose qui me trottait dans la tête depuis des jours. J'ai cherché « vendre maison sans accord propriétaire ». Les résultats m'ont glacé. En France, pour vendre une maison, il faut être propriétaire ou avoir une procuration légale. Pierre et moi avions acheté notre maison ensemble. Après sa mort, j'étais devenu l'unique propriétaire. Thomas ne pouvait pas la vendre sans mon accord, sans ma signature. Un soulagement immense m'a envahi. Ma maison était protégée. Personne ne pouvait me l'enlever. Même si Thomas voulait la vendre, il ne pouvait pas. Pas sans moi. J'ai respiré. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti mes épaules se détendre. Tout allait bien. C'était juste un malentendu. Thomas avait peut-être parlé trop vite à la directrice, mais ma maison était en sécurité. Je me suis sentie stupide d'avoir douté de lui, de mon propre fils. La culpabilité m'a submergée. Comment avais-je pu penser, ne serait-ce qu'un instant, qu'il puisse me trahir? C'était Thomas, mon petit garçon, celui que j'avais porté, nourri, élevé avec tout mon amour. J'ai décidé d'arrêter de l'appeler. Il était certainement très occupé. Il rappellerait quand il aurait le temps, et nous ririons ensemble de ce malentendu. Je lui raconterais mes inquiétudes absurdes. Il me rassurerait avec cette patience qu'ont parfois les enfants envers leurs parents vieillissants. Mais le soir, dans ma chambre, le doute revenait, comme une ombre qui ne veut pas partir. Pourquoi ne répondait-il pas? Même occupé, on prend 30 secondes pour répondre à sa mère, surtout quand cette mère vient de perdre son mari et de quitter sa maison. Je regardais mon téléphone. Aucun message, aucun appel manqué, rien. Et cette question revenait, encore et encore, comme une chanson obsédante. Pourquoi? Mais je chassais cette question. Je la repoussais au fond de mon esprit, parce que je n'étais pas prête à entendre la réponse. Pas encore, pas si tôt. On croit toujours qu'on a le temps, qu'on peut remettre la vérité à plus tard, qu'on peut vivre encore un peu dans l'illusion. C'est plus confortable, plus doux, moins effrayant. Mais la vérité, elle, n'attend pas. Elle arrive quand elle doit arriver. Et parfois, elle arrive comme un coup de tonnerre dans un ciel tranquille. D'où m'écoutez-vous? La vérité est arrivée un vendredi matin, 15 jours exactement après mon arrivée à la résidence. C'était une de ces belles journées d'automne où le soleil brille encore avec force, comme s'il refusait de céder sa place à l'hiver. J'étais dans ma chambre quand mon téléphone a sonné. Pas Thomas, un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité avant de répondre. Puis j'ai décroché. Madame Lefebvre? Une voix masculine, professionnelle, courtoise. Oui, c'est moi. Maître Blanchard à l'appareil. Je suis le notaire qui s'est occupé de la succession de votre mari. Mon cœur s'est accéléré. Oui, je me souviens, nous nous sommes vus après les funérailles. En effet, madame, je vous appelle parce que j'ai reçu une demande de votre fils, monsieur Thomas Lefebvre. Il souhaite organiser une réunion pour discuter de la gestion de votre patrimoine. Il a mentionné que vous aviez des difficultés de santé et qu'il voulait vous aider à gérer vos biens. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Des difficultés de santé? Le notaire a marqué une pause. C'est ce qu'il m'a dit. Il a parlé de problèmes de mémoire, de confusion. Il semblait très inquiet pour vous. J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. Maître Blanchard, je n'ai aucun problème de mémoire. Je suis en parfaite santé mentale. Pourquoi mon fils vous a-t-il dit cela? Un silence. Plus long cette fois. Puis la voix du notaire, plus prudente. Madame, je pense qu'il serait bon que nous nous voyions, en privé, juste vous et moi, sans votre fils. Quand? Aujourd'hui, si vous le pouvez. Cet après-midi. J'ai accepté. Il m'a donné l'adresse de son étude. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Thomas avait dit au notaire que j'avais des problèmes de mémoire, que j'étais confuse. Il mentait. Pourquoi mentait-il? Pour quelle raison un fils mentirait-il sur l'état de santé de sa mère? La réponse était là, juste devant moi. Mais je refusais encore de la voir, de la nommer. J'ai appelé un taxi.
Je suis sortie de la résidence sans prévenir personne. J'avais peur que Thomas apprenne que j'allais voir le notaire, peur qu'il essaie de m'en empêcher. Cette peur elle-même était une preuve. On n'a pas peur de son fils quand on lui fait confiance. L'étude du notaire était en centre-ville. Un immeuble ancien avec de hautes fenêtres et un escalier en bois ciré. Maître Blanchard m'a reçu dans son bureau. Un homme d'une 60aine d'années, avec des lunettes et un regard intelligent. Il m'a fait asseoir. Il m'a offert un thé que j'ai accepté, même si je n'en voulais pas. Mes mains avaient besoin de tenir quelque chose. « Madame Lefebvre, a-t-il commencé doucement, votre fils m'a contacté il y a une semaine. Il voulait savoir comment faire pour obtenir une tutelle sur vous. Il a dit que vous n'étiez plus capable de gérer vos affaires, que vous aviez besoin de protection. Une tutelle. Le mot a résonné dans ma tête comme une condamnation. Une tutelle, c'est quand on déclare quelqu'un incapable, quand on lui retire le droit de décider pour lui-même, quand on le traite comme un enfant. Je lui ai expliqué, a continué le notaire, qu'une tutelle nécessite un examen médical, une évaluation par un juge, que ce n'était pas une démarche simple. Il a semblé contrarié. Contrarié comment? Il insistait. Il disait que c'était urgent, que vous alliez faire des bêtises avec votre argent, que vous étiez vulnérable. J'ai trouvé cela étrange. Lors de notre rencontre après le décès de votre mari, vous m'aviez semblé parfaitement lucide. C'est pourquoi j'ai voulu vous parler directement. J'ai posé ma tasse. Ma voix tremblait. « Maître, dites-moi la vérité. Qu'est-ce que mon fils veut vraiment ?» Le notaire a enlevé ses lunettes. Il les a nettoyées lentement. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. « Madame, je vais être franc avec vous. Votre mari vous a laissé l'intégralité de ses biens. La maison, ses économies, ses placements. Tout est à votre nom. Selon mes calculs, votre patrimoine s'élève à environ 800 000 €. 800 000 €. Je n'avais jamais pensé à l'argent en ces termes. Pour moi, c'était juste notre maison, notre vie, pas un chiffre. Votre fils, a continué le notaire, semble croire qu'il héritera de cet argent. Mais tant que vous êtes en vie, cet argent vous appartient, à vous seul. Il ne peut pas y toucher, sauf si... Sauf si? Sauf si vous êtes déclaré incapable. Dans ce cas, il pourrait devenir votre tuteur légal. Il aurait accès à vos comptes. Il pourrait vendre vos biens, prendre des décisions à votre place. Le monde s'est effondré. Tout est devenu clair. Terriblement, douloureusement clair. Thomas ne m'avait pas mise en résidence pour mon bien. Il m'avait mise là pour me faire disparaître, pour que je sois loin, invisible, oublié. Et pendant ce temps, il préparait le terrain pour prendre le contrôle de ma vie, de mon argent, de tout ce que Pierre m'avait laissé. Il pensait que vous alliez mourir bientôt, a dit le notaire avec une douceur terrible. Je suis désolé d'être aussi direct, mais c'est ce qui ressort de nos conversations. Il a plusieurs fois évoqué votre âge, votre fragilité supposée. Il semblait impatient. Impatient. Mon fils était impatient que je meure. J'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient maintenant sans retenue. Pas des larmes de tristesse, des larmes de quelque chose de plus profond, de plus destructeur, des larmes qui venaient d'un endroit de mon âme que je ne connaissais pas. Que dois-je faire ? Ai-je demandé dans un souffle. Le notaire s'est penché vers moi. D'abord, vous protéger. Je vais rédiger un document attestant de votre pleine capacité mentale. Nous allons aussi établir un testament clair si vous n'en avez pas déjà un. Et surtout, vous devez savoir ceci. Tant que vous êtes lucide et capable de prendre vos propres décisions, personne ne peut vous enlever vos droits. Personne. Je suis resté dans ce bureau pendant plus d'1 heure. Le notaire m'a expliqué mes droits, mes options. Il m'a donné des documents, des numéros à appeler. Il a été patient, gentil, plus gentil que mon propre fils. Quand je suis sorti, le soleil commençait à décliner. Les ombres s'allongèrent sur les trottoirs. Je marchais comme dans un rêve, un cauchemar éveillé. Les gens passaient à côté de moi sans me voir. Une vieille femme invisible qui venait de comprendre que son fils ne l'aimait pas, qu'il ne l'avait peut-être jamais aimé. Dans le taxi qui me ramenait à la résidence, j'ai regardé mon téléphone. Aucun message de Thomas. Cela faisait maintenant 2 semaines qu'il ne m'avait pas contacté. 2 semaines pendant lesquelles il préparait son plan. Pendant lesquelles il essayait de me faire déclarer incapable. Et moi, comme une idiote, j'avais continué à le défendre, à chercher des excuses, à croire en lui. Comment une mère peut-elle se tromper à ce point sur son propre enfant? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas une minute. J'étais allongée dans le noir, les yeux fixés au plafond,
essayant de reconstruire ma vie, de comprendre quand j'avais perdu mon fils. À quel moment l'enfant que j'avais élevé était devenu cet étranger qui souhaitait ma disparition. Je repassais chaque souvenir, chaque moment, cherchant des signes que j'aurais manqués, des indices que j'aurais ignorés, et je les trouvais, partout, comme quand on allume la lumière dans une pièce qu'on croyait vide et qu'on découvre qu'elle était pleine d'ombre. Thomas, adolescent, qui mentait sans ciller, de petits mensonges, où il était allé, ce qu'il avait fait. Pierre disait que c'était normal. Tous les adolescents mentent, mais ces mensonges n'ont jamais cessé. Ils sont devenus plus sophistiqués, plus habiles. Thomas, adulte, qui empruntait de l'argent à son père et ne le rendait jamais. « J'ai des difficultés temporaires, papa. » Pierre ne disait rien. Il aimait son fils. Il voulait l'aider. Mais moi, je voyais la voiture neuve, les vacances coûteuses. L'argent n'allait pas aux difficultés. Il allait au confort. Thomas, après son mariage, qui ne venait plus nous voir sauf quand il avait besoin de quelque chose. Un prêt, un conseil, un service. Et dès qu'il avait obtenu ce qu'il voulait, il disparaissait. Jusqu'à la prochaine fois. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment une mère peut-elle ne pas voir ce qu'est vraiment son enfant? Parce qu'une mère ne veut pas voir. Elle préfère inventer des excuses, construire des explications, se mentir à elle-même plutôt que d'affronter la vérité. Parce que si son enfant n'est pas bon, qu'est-ce que cela dit d'elle? De son éducation? De son amour? Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui me terrifiait mais qui était nécessaire. J'ai appelé Élise, ma petite fille. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Mamie, comment vas-tu » Sa voix, cette voix jeune et lumineuse. J'ai failli pleurer. « Élise, j'ai besoin de te parler, de quelque chose d'important. Tu peux venir me voir ?» Elle a entendu quelque chose dans ma voix, cette urgence qu'on ne peut pas masquer. « Bien sûr, je prends le train cet après-midi. Je serai là vers 18h. » Élise est arrivée comme promis. Elle ressemblait à son grand-père. Les mêmes yeux noirs et profonds, le même sourire doux. Elle m'a embrassée et j'ai senti l'odeur de sa jeunesse. Ce parfum léger qui me rappelait que la vie continuait, que tout n'était pas perdu. Nous sommes allés dans ma chambre. Je lui ai tout raconté. La résidence, le notaire, les mensonges de Thomas. Elle m'écoutait, le visage de plus en plus grave. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. « Mamie » a-t-elle finalement dit. Je savais que papa était difficile, mais je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Tu savais? Elle a hoché la tête. Il a toujours été obsédé par l'argent. Quand j'étais petite, il comptait déjà ce qu'il hériterait de grand-père. Il en parlait avec maman. Il pensait que je ne comprenais pas, mais je comprenais. Chaque mot était un coup de poignard. Mon fils parlait d'héritage devant sa fille. Il comptait l'argent de son père alors que celui-ci était encore en vie. Après la mort de grand-père, a continué Élise, papa était furieux. Il a découvert que tout était à ton nom. Il pensait que grand-père lui aurait laissé quelque chose directement. Il a passé des semaines à se plaindre, à dire que ce n'était pas juste. Pierre voulait me protéger, ai-je murmuré. Il savait. Il a toujours su. Pierre avait vu ce que je refusais de voir. Il avait protégé notre patrimoine. Il m'avait tout laissé pour que je sois en sécurité, pour que personne ne puisse me dépouiller, même pas notre fils. « Mamie, il faut que tu te protèges », a dit Élise en prenant mes mains. « Papa ne va pas abandonner. S'il a essayé d'obtenir une tutelle, il va essayer autre chose. » « Mais quoi ? Le notaire m'a dit que je suis protégée, tant que je suis lucide. » Élise a eu un regard sombre. « Papa est intelligent, et maman encore plus. Ils vont trouver un moyen. Ils peuvent essayer de te faire signer des papiers, de te convaincre de leur donner une procuration, ou simplement attendre, et te faire croire que tu n'as pas d'autre choix. » Elle avait raison, je le savais. Thomas n'allait pas renoncer à 800 000 €. Pas facilement. Que dois-je faire? D'abord, reste ici où tu es en sécurité. Ne réponds pas aux appels de papa. Ne signe rien qu'il te donnerait. Et surtout, garde ton téléphone près de toi. S'il essaie de te contacter, je veux que tu m'appelles immédiatement. Nous avons parlé pendant des heures. Élise m'a promis qu'elle me soutiendrait, qu'elle témoignerait de ma lucidité si nécessaire, qu'elle ne laisserait personne me faire du mal. Quand elle est partie, j'ai pleuré. Mais c'était des larmes différentes, des larmes de reconnaissance. J'avais perdu un fils, mais j'avais encore une petite fille qui m'aimait vraiment. Le lundi suivant, une semaine exactement après ma visite chez le notaire,
Tout a explosé. J'étais dans la salle commune quand la réceptionniste est venue me chercher. « Madame Lefebvre, votre fils est au téléphone. Il dit que c'est urgent. » Mon cœur a bondi. 3 semaines, sans nouvelles. Et maintenant, urgent. J'ai pris le combiné. Ma main tremblait. « Maman !» Sa voix, fausse, tendue. « Il faut qu'on parle. Immédiatement. »« Thomas, tu ne m'as pas appelé depuis 3 semaines. J'étais occupée. Écoute, je viens de parler avec le notaire. Il m'a dit que tu es allé le voir, que tu lui as raconté des choses. Je lui ai dit la vérité. » Un silence, puis sa voix, plus dure. « Quelle vérité? Tu es confuse, maman. Tu ne comprends pas la situation. Je veux juste t'aider à gérer tes affaires. C'est normal. C'est ce que font les fils. Les fils qui aiment leur mère les appellent. Ils ne les abandonnent pas dans une résidence pendant 3 semaines. Je ne t'ai pas abandonné. Tu es dans un endroit sûr, où on s'occupe de toi. Tu as dit au notaire que j'avais des problèmes de mémoire. Tu as essayé d'obtenir une tutelle. » Silence. Un long silence. Puis, c'était pour ton bien, pour te protéger. « Me protéger de quoi, Thomas? De toi ?» Sa voix a explosé. Cette colère que j'avais déjà entendue, mais jamais dirigée vers moi. « Tu ne comprends rien. Tu es vieille, tu es seule, tu vas te faire arnaquer, tu vas tout perdre. » Ou alors, ai-je dit avec un calme qui m'a surprise moi-même, « Tu as peur que je dépense l'argent que tu considères déjà comme le tien. » Le silence qui a suivi était glacial. « Écoute-moi bien, maman, » a-t-il dit finalement, chaque mot prononcé comme une menace. « Papa t'a laissé tout cet argent. Mais cet argent, c'est l'héritage familial. Il me revient. Tu n'as pas le droit de le dilapider. Ton père m'a laissé cet argent à moi, pas à toi. Il a fait ce choix consciemment. Parce qu'il était vieux et qu'il ne réfléchissait plus correctement. C'était trop. Insulter Pierre, mon Pierre qu'il avait tant aimé, qui avait tout sacrifié pour lui. Ne parle jamais de ton père comme ça, ai-je dit, la voix tremblante de rage. Jamais. Tu vas me donner raison, maman, d'une façon ou d'une autre. Tu vas comprendre que tu as besoin de moi. Il a raccroché. J'ai reposé le combiné. Mes jambes ne me tenaient plus. Je me suis assise. La réceptionniste me regardait avec inquiétude. « Ça va, Madame Lefebvre ?» Non, ça n'allait pas. Mon fils venait de me menacer. Pas directement. Mais le message était clair. Il n'abandonnerait pas. Il trouverait un moyen. D'une façon ou d'une autre. Cette nuit-là, j'ai compris que le pire était à venir. Que Thomas n'allait pas accepter ma résistance. Qu'il allait frapper plus fort. J'avais raison. Mais je ne pouvais pas imaginer à quel point j'avais raison. Les jours suivants ont été les plus longs de ma vie. J'attendais. Je ne savais pas quoi exactement, mais je sentais que quelque chose allait arriver. Comme avant un orage. Cette électricité dans l'air qui précède la tempête. Élise m'appelait tous les soirs. Elle me demandait si Thomas avait essayé de me contacter. Non. Depuis cette conversation téléphonique, plus rien. Ce silence était plus effrayant que ces menaces. Parce qu'un silence, c'est une préparation. C'est le calme, avant l'attaque. Le mercredi matin, 2 semaines après notre dernière conversation, Thomas est arrivé à la résidence. Sans prévenir, la réceptionniste est venue me chercher. « Madame Lefebvre, votre fils est là. Il veut vous voir. » Mon sang s'est glacé. Je n'étais pas prête à le voir, pas prête à affronter ces yeux que je connaissais par cœur, mais qui m'étaient devenus étrangers. « Dites-lui que je ne veux pas le voir. » La réceptionniste a semblé surprise. « Vous êtes sûre ?» J'ai hoché la tête. Elle est partie. Je suis restée dans la salle commune, le cœur battant. Quelques minutes plus tard, Thomas est entré. Il m'avait cherché. Il m'avait trouvé. Il était différent, plus mince, plus tendu. Il avait des cernes sous les yeux, comme quelqu'un qui ne dort plus, qui est consumé par quelque chose. « Maman !» a-t-il dit en s'approchant. « Il faut qu'on parle. » Les autres résidents nous regardaient. Geneviève était là. Elle m'a fait un signe discret. Je n'étais pas seule. « Je n'ai rien à te dire, Thomas. S'il te plaît, juste quelques minutes. » Il y avait quelque chose dans sa voix. Une supplication, ou peut-être de la manipulation. Je ne savais plus. Je ne savais plus distinguer le vrai du faux chez lui. Nous sommes allés dans ma chambre. Il s'est assis sur la chaise, moi sur le lit, comme un médecin et sa patiente, comme un juge et une accusée. « Maman, je suis désolé, » a-t-il commencé. « J'ai mal géré la situation. J'étais inquiet pour toi. J'ai fait des erreurs. Des erreurs. » Il appelait ses mensonges des erreurs. Ses tentatives de me voler ma vie des erreurs. « Thomas, dis-moi la vérité.
Pour une fois dans ta vie, dis-moi simplement la vérité. » Il a baissé les yeux. J'ai des problèmes financiers. Graves. L'entreprise va mal. J'ai des dettes. Beaucoup de dettes. Enfin, la vérité. Ou du moins une partie. Et tu pensais que l'argent de ton père te sauverait. Ce n'est pas juste l'argent de papa. C'est l'argent de la famille. Cet argent devrait servir à la famille. Je suis ta famille, Thomas. Je suis ta mère. Tu n'as pas besoin de tout cet argent. Tu es en résidence. Tout est payé. Tu as ta pension. À quoi te sert cet argent? Tu vas mourir avec et personne n'en profitera. Chaque mot était un coup. Tu vas mourir. Il le disait si facilement. Comme si ma mort était juste un obstacle logistique. Comme si j'étais déjà un fantôme qu'il fallait juste effacer des papiers. Donc tu attends ma mort? Ai-je dit calmement. C'est ça? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais sois réaliste, maman. Tu as 85 ans. Combien de temps encore? 5 ans? 10 ans. Pendant ce temps, je perds tout. Ma maison, mon entreprise, ma dignité. Et moi? Qu'est-ce que je perds, Thomas? Dis-moi. Il a levé les yeux vers moi. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé. Pas de la haine. Pire que ça, de l'indifférence. Il me regardait comme on regarde un problème à résoudre. Pas comme on regarde sa mère. Tu ne perds rien, a-t-il dit. Tu restes ici. Tu continues ta vie. Mais moi, je peux me sauver. Nous pouvons tous les deux gagner. En me volant mon héritage. Ce n'est pas voler. C'est juste avancer les choses. De toute façon, cet argent me reviendra un jour. Pourquoi pas maintenant, quand j'en ai besoin? J'ai regardé cet homme assis devant moi. Cet homme que j'avais porté dans mon ventre, que j'avais nourri de mon lait, que j'avais bercé pendant ses cauchemars, que j'avais consolé pendant ses chagrins. Et je ne le reconnaissais pas. C'était un étranger avec le visage de mon fils. Sors d'ici, ai-je dit. Maman, sors d'ici maintenant. Écoute, j'ai préparé des papiers, juste une procuration simple. Ça te permettrait de... Je ne signerai rien. Il a sorti des documents de sa sacoche, des feuilles pliées. Regarde au moins, c'est juste pour te faciliter la vie, pour que je puisse payer tes factures, gérer... Je gère très bien mes affaires toute seule. Tu es vieille, maman, tu ne comprends plus rien. Regarde-toi, tu vis dans une chambre minable, tu n'as plus de maison, tu n'as plus de mari, tu n'as plus rien. Le silence qui a suivi était assourdissant. Thomas a réalisé ce qu'il venait de dire. Il a essayé de se rattraper. Je ne voulais pas... Si, tu voulais. Tu penses exactement ce que tu viens de dire. Il a posé les papiers sur le bureau. Réfléchis. Je reviendrai dans quelques jours. Tu verras que j'ai raison. Ne reviens pas. Si tu reviens, j'appelle la sécurité. Il s'est levé. Il est allé vers la porte. Puis il s'est retourné. Et ce qu'il a dit ensuite, je ne l'oublierai jamais. Tu sais, maman, papa avait raison à ton sujet. Tu es égoïste. Tu as toujours été égoïste. Tu penses qu'à toi, jamais à moi, jamais à ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa avait raison? Avant de mourir, papa et moi avons parlé. Il m'a dit qu'il regrettait de tout te laisser, qu'il aurait dû me donner au moins la moitié. Mais il avait peur de te blesser. Il a toujours eu peur de te contrarier. C'était un mensonge, je le savais. Pierre ne m'avait jamais parlé ainsi. Pierre m'aimait, il me respectait. Mais le doute s'insinuait. Cette petite voix horrible qui murmurait « Et si c'était vrai? Tu mens. Demande au notaire. » Papa lui en a parlé. Il hésitait. Mais finalement, il a choisi de te protéger toi plutôt que de m'aider moi, son propre fils. Il est parti. La porte s'est refermée. Je suis restée seule. Les papiers sur le bureau. Les mots dans ma tête. Les accusations. Les mensonges. La douleur. Je me suis effondrée. Pas physiquement. Quelque chose de plus profond s'est effondré en moi. Cette partie qui croyait encore, qui espérait encore, qui aimait encore. Mon fils ne m'aimait pas. Il ne m'avait peut-être jamais aimé. J'étais juste un obstacle entre lui et l'argent. Une vieille femme qui refusait de mourir assez vite, qui s'accrochait à une vie qui le dérangeait. Cette nuit-là, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Pierre. J'ai pleuré sur mon fils perdu, sur l'enfant qu'il avait été et qui n'existait plus, sur la mère que j'avais été et qui avait échoué. Parce qu'on se demande toujours « Où ai-je fait fausse route? À quel moment ai-je perdu mon enfant? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais parfois, on ne fait rien de mal. Parfois, les enfants deviennent ce qu'ils deviennent malgré tout l'amour qu'on leur donne. Et c'est la vérité la plus douloureuse qu'une mère puisse apprendre.
Geneviève est venue frapper à ma porte vers minuit. Elle m'a trouvée assise dans le noir. Elle ne m'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle s'est assise à côté de moi. Elle a pris ma main. Et nous sommes restés comme ça. Deux vieilles femmes trahies par leur fils. Deux mères qui avaient appris que l'amour maternel n'est pas toujours réciproque. « Qu'auriez-vous fait à ma place ?» lui ai-je demandé dans un murmure. Elle a serré ma main plus fort. « Exactement ce que vous allez faire. Me battre. » Les jours qui ont suivi la visite de Thomas ont été étranges. Une sorte de calme intérieur que je n'attendais pas. Comme si, en touchant le fond de la douleur, j'avais trouvé quelque chose de solide sur quoi m'appuyer. La vérité, aussi terrible soit-elle, libère. Elle arrête le doute. Elle arrête l'espoir destructeur qui nous maintient enchaînés à des illusions. Élise est venue me voir le week-end suivant. Je lui ai raconté la visite de son père, ses menaces, ses accusations, cette phrase horrible sur Pierre. Elle a secoué la tête avec tristesse. « Mamie, grand-père ne t'aurait jamais parlé comme ça. Papa invente. Il a toujours su manipuler la vérité. Je sais, ai-je dit. Et je le savais vraiment. Mais entendre Élise le confirmer m'a soulagée. Nous avons parlé longtemps cet après-midi-là. Et c'est Élise qui m'a aidé à comprendre quelque chose d'important. Quelque chose que je n'aurais peut-être jamais vu seule. Mamie, tu sais pourquoi papa est comme ça ? J'ai secoué la tête. C'était la question qui me hantait depuis des semaines. Comment un enfant aimé pouvait-il devenir si dur, si calculateur ? C'est maman, a dit Élise doucement. Nathalie, elle l'a changé. Ou plutôt, elle a révélé quelque chose qui était déjà en lui, mais qui dormait. Elle m'a raconté des choses que je ne savais pas. Comment Nathalie venait d'une famille riche, qui l'avait déshéritée après son mariage avec Thomas. Comment elle était obsédée par l'argent, par le statut social. Comment elle comparait constamment leur vie à celle de ses sœurs qui avaient épousé des hommes plus fortunés. Papa a passé 20 ans à essayer de prouver à maman qu'il valait quelque chose, a expliqué Élise. Elle le critique sans arrêt. Sa voiture n'est pas assez belle, leur maison n'est pas assez grande, ses revenus ne sont pas assez élevés. J'ai grandi en les entendant se disputer, toujours à propos d'argent. J'écoutais, et quelque chose se mettait en place dans mon esprit. Comme un puzzle dont les pièces se rejoignent enfin. Quand grand-père est mort, a continué Élise, maman a tout de suite calculé l'héritage. Elle a dit à papa qu'avec cet argent, il pourrait enfin avoir la vie qu'elle méritait. Une grande maison, des voyages, tout ce qu'elle voit chez ses sœurs. Quand papa a découvert que tout était à ton nom, elle est devenue folle. Elle l'a accusé d'être faible, de ne pas savoir défendre sa famille. Donc, c'est elle, ai-je murmuré. C'est Nathalie qui pousse Thomas. Oui et non, a dit Élise avec une sagesse qui dépassait son âge. Maman pousse, c'est vrai. Mais papa choisit d'écouter. Il aurait pu dire non. Il aurait pu te défendre. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'au fond, une partie de lui est d'accord avec elle. Elle avait raison. On ne peut pas forcer quelqu'un à trahir sa mère. Nathalie avait peut-être planté la graine, mais c'est Thomas qui avait choisi de la laisser pousser. C'est lui qui avait choisi l'argent plutôt que moi. Cette nuit-là, seule dans ma chambre, j'ai repensé à tout ce qu'Élise m'avait dit, et j'ai compris quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne justifiait pas Thomas, mais qui expliquait. Mon fils avait peur, peur de ne pas être assez bien, peur de décevoir sa femme, peur de n'être qu'un homme ordinaire dans un monde qui valorise l'extraordinaire. Et cette peur l'avait rendu avide, désespéré, capable de tout pour prouver sa valeur. Je me suis souvenu de lui, enfant, comment il comparait toujours ses notes à celles des autres. Comment il voulait toujours être le premier, le meilleur, comment il pleurait quand il n'était que deuxième. Pierre lui disait que ce n'était pas grave, que l'important était de faire de son mieux. Mais moi, je voyais déjà cette angoisse en lui, ce besoin constant de validation. Nous avions essayé de lui donner confiance, de lui dire qu'il était aimé pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il accomplissait. Mais peut-être n'avions-nous pas assez insisté, ou peut-être était-ce quelque chose en lui que nous ne pouvions pas réparer. Une fêlure invisible que nous n'avions pas vue. Nathalie avait trouvé cette fêlure. Elle l'avait élargie. Elle avait fait de Thomas un homme qui mesure sa valeur en euros et en apparence. Un homme qui a oublié ce qui compte vraiment. Je pensais aussi à Nathalie, cette femme que je n'avais jamais vraiment comprise. Qu'est-ce qui rend quelqu'un si obsédé par l'argent ? Quelle blessure, quel manque. Elle aussi devait avoir peur. Peur de ne pas être assez. Peur d'être jugée. Peur de perdre ce qu'elle n'avait jamais vraiment eu.
Comprendre cela n'effaçait pas la douleur. Comprendre n'est pas pardonner. Mais cela changeait quelque chose. Cela transformait Thomas d'un monstre en un homme faible. Un homme qui avait fait des choix terribles par peur et par faiblesse. Et en tant que mère, même après tout, je pouvais ressentir une forme de tristesse pour lui. Pas de la pitié, pas de l'excuse, mais une tristesse pour l'homme qu'il aurait pu être et qu'il n'était pas devenu. Pierre me manquait terriblement ces jours-là. J'aurais voulu pouvoir lui parler, lui demander s'il avait vu venir tout cela, s'il savait que notre fils deviendrait cet étranger. Une nuit, j'ai pris notre vieille photo de mariage. Nous étions si jeunes, si pleins d'espoir, si naïfs. Tu avais raison de tout me laisser, ai-je murmuré à son image. Tu savais, tu as toujours su. Pierre m'avait protégé même après sa mort. Il avait compris que Thomas n'était pas fiable, qu'il fallait me mettre à l'abri. Et j'avais douté de lui. J'avais laissé Thomas planter ce doute horrible. Papa avait raison à ton sujet. Quel mensonge cruel. J'ai pleuré cette nuit-là. Mais c'était des larmes différentes. Pas de rage, pas de désespoir, des larmes de deuil. Je pleurais le fils que j'avais cru avoir, l'enfant imaginaire qui n'avait existé que dans mon cœur de mère. Je faisais le deuil de cette relation qui n'avait jamais été ce que je croyais. Geneviève m'a dit un jour quelque chose de très sage. Nous étions assises dans le jardin de la résidence. Le soleil d'automne réchauffait nos vieux os. Vous savez, Suzanne, nos enfants ne nous appartiennent pas. On croit que si. On croit que parce qu'on les a portés, élevés, aimés, ils sont à nous. Mais ils ne le sont pas. Ils sont eux-mêmes, des étrangers qui ont traversé nos corps pour venir au monde. Parfois, ces étrangers deviennent des amis. Parfois, ils restent des étrangers. Mais comment accepte-t-on cela, ai-je demandé, en arrêtant de se sentir responsable de qui ils sont devenus. Vous avez fait de votre mieux. Votre mari aussi. Thomas a fait ses propres choix. Ce sont ses choix, pas les vôtres. Ces mots m'ont libéré d'un poids que je portais depuis des semaines, depuis des années peut-être. Cette culpabilité maternelle qui nous dit que si notre enfant échoue, c'est notre faute, que si notre enfant devient mauvais, c'est parce que nous n'avons pas assez aimé, pas assez donné, pas assez été là. Mais ce n'était pas vrai. J'avais aimé Thomas de tout mon cœur, Pierre aussi. Nous lui avions donné une enfance heureuse, des valeurs solides, de l'attention, de l'affection. Si tout cela n'avait pas suffi, ce n'était pas parce que nous avions échoué. C'était parce que Thomas avait choisi un autre chemin. Je comprenais maintenant pourquoi il était devenu cet homme. Je comprenais les forces qui l'avaient poussé. La peur, l'insécurité, l'influence toxique de Nathalie. Mais comprendre ne changeait rien au résultat final. Il avait essayé de me voler. Il avait menti. Il m'avait abandonné. Il avait souhaité ma mort. Et cela, aucune explication ne pouvait le justifier. Aucune peur ne pouvait l'excuser. J'ai appelé le notaire cette semaine-là. Je lui ai demandé de mettre en place toutes les protections possibles. Un testament clair, des directives anticipées, des documents attestant de ma lucidité. Je ne laisserai pas Thomas détruire ce que Pierre avait construit, ce que nous avions construit ensemble. La compréhension m'avait apporté la paix. Mais cette paix n'était pas de la faiblesse, c'était de la force de voir la vérité en face, la force d'accepter ce qui ne pouvait pas être changé, et la force de me protéger. Parce que comprendre son ennemi ne signifie pas lui ouvrir la porte. 3 jours après ma conversation avec Geneviève, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. Une décision simple, mais terriblement difficile pour une mère. J'ai changé mon numéro de téléphone. Élise m'a aidée. Nous sommes allés ensemble à la boutique de téléphonie. J'ai demandé un nouveau numéro. Un numéro que Thomas ne connaîtrait pas. Un numéro qui serait comme une porte que je fermais définitivement. La vendeuse m'a regardé avec curiosité. Une vieille femme de 85 ans qui change de numéro. Ce n'est pas courant. J'ai vu la question dans ses yeux, mais elle n'a rien dit. Elle m'a donné ma nouvelle carte SIM. Un petit morceau de plastique qui représentait ma liberté. En sortant du magasin, j'ai eu un moment de panique. Qu'est-ce que je venais de faire? J'avais coupé le seul lien qui me restait avec mon fils. C'était irréversible, final, comme une petite mort. Élise a dû voir mon visage parce qu'elle a pris ma main. Mamie, tu as fait ce qu'il fallait. Tu te protèges, c'est tout. Nous avons averti les personnes importantes, le notaire, la résidence, quelques amis. Le nouveau numéro était pour ceux qui m'aimaient vraiment, pour ceux qui me voulaient du bien. Thomas n'en faisait plus partie. Ce que je ne savais pas, c'est que le même jour, le notaire avait envoyé une lettre officielle à Thomas.
Une lettre l'informant que toutes les démarches pour obtenir une tutelle ou une procuration avaient été définitivement rejetées, que j'étais pleinement capable de gérer mes affaires et qu'aucune tentative future ne serait tolérée. Le lendemain, Thomas a essayé de m'appeler. Mon ancien numéro. Celui qui n'existait plus. Il est tombé sur un message automatique. Ce numéro n'est plus attribué. Il a dû penser à une erreur. Il a rappelé. Encore. Et encore. Élise m'a raconté plus tard ce qui s'est passé. Thomas l'a appelé, paniqué. Le téléphone de ta grand-mère ne marche plus. Il lui est arrivé quelque chose? Non, grand-mère va très bien, a répondu Élise calmement. Elle a changé de numéro. Un silence. Puis, donne-le-moi. Non. Comment ça, non? C'est ma mère, une mère que tu as abandonnée pendant des semaines. Une mère que tu as essayé de voler. Non, je ne te donnerai pas son numéro. Thomas a explosé. Il a crié, il a menacé, il a supplié. Élise a tenu bon, puis elle a raccroché. Et elle a bloqué son numéro aussi. Ce jour-là, Thomas a essayé de me joindre 33 fois. J'ai appris ce nombre plus tard. 33 appels désespérés vers un numéro mort. 33 fois où il a entendu ce message froid et définitif. Ce numéro n'est plus attribué. Pourquoi cette frénésie soudaine? Pourquoi, après des semaines de silence, cette urgence? La réponse était simple et terrible. Il avait enfin compris. Il avait reçu la lettre du notaire. Il avait compris qu'il avait perdu. Que je n'étais pas une vieille femme confuse qu'il pouvait manipuler. Que l'argent qu'il convoitait lui échappait définitivement. Et surtout, il avait compris que sans accès à moi, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas me convaincre. Il ne pouvait pas me menacer. Il ne pouvait pas me faire signer quoi que ce soit. J'étais devenue inaccessible, intouchable. 3 jours après le changement de numéro, Thomas est venu à la résidence, sans prévenir, comme la dernière fois. Mais cette fois, j'étais préparée. J'avais prévenu la direction. J'avais laissé des instructions claires. La réceptionniste l'a arrêté à l'entrée. « Monsieur Lefebvre, votre mère a laissé des instructions. Elle ne souhaite pas vous voir. » J'imagine sa tête, sa surprise, sa colère. Je n'étais pas là pour le voir. J'étais dans ma chambre. Mais Geneviève, qui était dans le hall, m'a tout raconté. « Il ne comprenait pas, m'a-t-elle dit. Il répétait « C'est ma mère. Je veux voir ma mère. » Comme si c'était un droit absolu. Comme si être son fils lui donnait accès à vous, quoi qu'il arrive. La sécurité a dû intervenir. Thomas refusait de partir. Il criait. Il exigeait de me voir. Ils l'ont escorté dehors. Il est parti en menaçant d'appeler la police, de porter plainte, de faire un scandale. Mais il ne pouvait rien faire, parce que j'avais le droit de refuser de voir qui je voulais. Même mon fils, surtout mon fils. Les semaines suivantes, Thomas a essayé d'autres approches. Il a écrit des lettres que la résidence m'apportait et que je ne lisais pas. Je les mettais directement dans une enveloppe que je gardais dans mon tiroir. Peut-être qu'un jour je les lirais, ou peut-être pas. Pour l'instant, je n'en avais pas la force. Il a envoyé Nathalie. Elle est venue un après-midi. La réceptionniste m'a appelé. « Madame Lefebvre, la femme de votre fils est là. Elle dit que c'est important. Dites-lui que je ne veux pas la voir. » Nathalie a insisté. Elle a dit qu'elle voulait juste s'excuser, qu'il y avait eu des malentendus, que Thomas était désolé, que nous étions une famille et que les familles se pardonnent. J'ai fait transmettre un message simple. Il est trop tard. La vérité, c'est que je ne leur en voulais même plus. Pas vraiment. La colère avait laissé place à quelque chose de plus froid, de plus définitif, une indifférence paisible. Ils n'existaient plus dans mon monde. Ils étaient devenus des étrangers qui avaient autrefois fait partie de ma vie. Rien de plus. 1 mois après le changement de numéro, Élise m'a raconté que Thomas avait dû vendre sa voiture. Ses dettes le rattrapaient. L'entreprise allait vraiment mal. Sans l'argent qu'il espérait, il ne pouvait plus tenir. Il perdait tout ce pourquoi il m'avait trahi. J'aurais dû me réjouir. Certaines personnes l'auraient fait. C'est bien fait pour lui, aurait-elle dit. La justice divine. Mais je ne ressentais rien de tel. Juste une profonde tristesse. Pas pour sa situation financière, pour l'homme qu'il était devenu, pour les choix qu'il avait faits. Il aurait pu venir me voir avec humilité, me dire la vérité, me demander de l'aide sans mensonge. J'étais sa mère. J'aurais peut-être aidé, pas en lui donnant tout, mais en l'aidant raisonnablement. Comme une mère aide son enfant en difficulté. Mais il avait choisi la manipulation, les mensonges, la trahison. Et maintenant, il récoltait ce qu'il avait semé.
L'univers a une façon étrange de rétablir l'équilibre, sans que personne n'intervienne, sans que personne ne punisse. Les conséquences arrivent naturellement. Thomas avait détruit notre relation pour de l'argent qu'il n'obtiendrait jamais. Il avait tout perdu en voulant tout gagner. Un soir, assise près de la fenêtre de ma chambre, j'ai pensé à cette expression qu'on dit souvent « on récolte ce qu'on sème ». C'était exactement ça. Thomas avait semé la trahison. Il récoltait la solitude. Il avait semé le mensonge. Il récoltait la méfiance. Il avait semé la cupidité. Il récoltait la perte. Et moi, qu'avais-je semé? De l'amour, de la confiance, de la bonté. Et qu'est-ce que je récoltais? La douleur, oui, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose de plus précieux. Ma dignité, ma force, ma liberté. J'avais découvert que je pouvais vivre sans lui, que je n'avais pas besoin de son amour pour exister, que j'étais plus forte que je ne le pensais. À 85 ans, j'avais appris à me tenir debout seule. Geneviève et moi sommes devenus très proches. Elle comprenait. Nous partagions cette douleur particulière d'avoir été trahis par nos enfants. Mais nous partagions aussi cette force nouvelle, cette capacité à continuer malgré tout. Un après-midi, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Vous savez, Suzanne, nos fils nous ont fait un cadeau sans le savoir. Ils nous ont libérés de l'obligation d'être toujours là, toujours disponible, toujours aimante, même quand on ne le mérite pas. Ils nous ont donné la permission de penser à nous. » Elle avait raison. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus à me soucier de Thomas, de ses besoins, de ses problèmes, de son opinion. Je pouvais enfin vivre pour moi, juste pour moi. Et c'était une liberté terrifiante et magnifique à la fois. 1 an a passé depuis que j'ai changé mon numéro de téléphone. 1 an depuis que j'ai fermé la porte à Thomas. 12 mois qui m'ont transformée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je suis toujours à la résidence Les Jardins de l'Automne. Mais cette chambre qui me semblait si étrangère est devenue la mienne. J'y ai mis des photos de Pierre, des livres que j'aime. Une petite plante que Geneviève m'a offerte et que j'arrose chaque matin. C'est petit, modeste, mais c'est à moi. Et personne ne peut me l'enlever. Ma vie a trouvé un nouveau rythme. Je me suis fait des amis. Nous jouons aux cartes le mardi. Nous allons au cinéma le vendredi après-midi. Nous parlons de nos vies, de nos joies, de nos peines. Certaines ont aussi été trahies par leurs enfants. D'autres ont eu plus de chance. Mais nous sommes toutes des survivantes. Des femmes qui ont traversé des tempêtes et qui sont encore debout. Élise vient me voir 2 fois par mois. Parfois plus. Elle m'apporte des nouvelles du monde extérieur. Des histoires de son travail, de ses amis, de ses amours. Je suis devenue pour elle plus qu'une grand-mère. Je suis devenue une amie, une confidente, quelqu'un avec qui elle peut être vraiment elle-même. Elle me parle parfois de Thomas. Je ne lui demande jamais de nouvelles, mais elle sent qu'elle doit me dire certaines choses. Il a dû vendre sa maison. Ils vivent maintenant dans un appartement plus petit. L'entreprise a fait faillite. Il travaille pour quelqu'un d'autre maintenant. Un emploi ordinaire qui le fait vivre, mais qui ne satisfait pas son ego. Nathalie l'a quitté il y a 6 mois. Elle a trouvé quelqu'un de plus riche, quelqu'un qui pouvait lui offrir la vie dont elle rêvait. Thomas est seul maintenant. Complètement seul. Quand Élise m'a raconté cela, j'ai attendu de ressentir quelque chose. De la joie, de la satisfaction, de la peine. Mais il n'y avait rien. Juste un vide paisible, comme quand on regarde des nouvelles d'un pays lointain. Cela ne me touche plus. Thomas est devenu un étranger dont j'entends parfois parler. Rien de plus. Il demande souvent de tes nouvelles, m'a dit Élise un jour. Il me demande comment tu vas, si tu es heureuse, si tu as besoin de quelque chose. Et qu'est-ce que tu lui réponds? Que tu vas bien, que tu es heureuse, et que tu n'as besoin de rien, surtout pas de lui. J'ai souri. Ma petite fille était devenue une femme sage, une femme qui savait poser des limites, qui savait dire non. Je lui avais peut-être enseigné quelque chose après tout. Pas Thomas, mais Élise. Et c'était suffisant. Le notaire m'a aidé à mettre en place un testament solide. La maison sera vendue après ma mort. L'argent ira à Élise, à elle seule. Pas 1 euro pour Thomas. Pas parce que je veux le punir, mais parce que je veux récompenser celle qui m'a vraiment aimée, celle qui est restée quand les autres sont partis. J'ai aussi fait don d'une partie de mon argent à la résidence, pour créer un fonds qui aidera les personnes âgées sans famille, celles qui sont vraiment seules, celles qui n'ont personne. Au moins, l'argent de Pierre servira à quelque chose de bon, à quelque chose dont il aurait été fier. Parfois, le soir, je pense encore à Thomas.
Je me demande s'il comprend ce qu'il a perdu. Pas l'argent, mais moi, sa mère, la seule personne au monde qu'il avait aimée inconditionnellement pendant des décennies. Est-ce qu'il regrette? Est-ce qu'il souffre? Je ne sais pas. Et étrangement, cela m'est égal. J'ai appris quelque chose d'important cette année. Une vérité que toutes les mères devraient mal connaître, mais que peu osent admettre. L'amour maternel a des limites. On nous dit que c'est infini, inconditionnel, éternel. Mais c'est un mensonge. Ou du moins, c'est une demi-vérité. Oui, l'amour d'une mère est puissant. Oui, il pardonne beaucoup. Oui, il supporte énormément. Mais il a des limites. Et quand ces limites sont dépassées, quand l'enfant détruit tout ce qui est sacré, la mère a le droit de se protéger. Elle a le droit de dire stop. Elle a le droit de partir. Cela ne fait pas d'elle une mauvaise mère. Cela fait d'elle une femme qui se respecte. Une femme qui comprend que s'aimer soi-même n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Pierre me manque toujours, tous les jours. Mais je lui parle, dans ma tête, dans mon cœur. Je lui raconte ce qui s'est passé. Je le remercie de m'avoir protégé, de m'avoir tout laissé. Il savait, il a toujours su, et dans sa sagesse silencieuse, il m'a donné les moyens de me défendre. Un matin de printemps, presque exactement 1 an après mon changement de numéro, j'ai reçu une lettre, une enveloppe blanche avec une écriture que je reconnaissais. Thomas. Je l'ai tenue longtemps dans mes mains, hésitant. Devais-je l'ouvrir? Devais-je la jeter? Finalement, je l'ai ouverte. C'était une lettre courte, quelques lignes seulement. Maman, je sais que tu ne veux plus me parler. Je sais que j'ai tout détruit. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande même pas de me répondre. Je voulais juste que tu saches que je regrette, pas de ne pas avoir eu l'argent, mais de t'avoir perdu. Je comprends maintenant ce que j'ai fait, et je vivrai avec ça pour le reste de ma vie. Je t'aime, je t'ai toujours aimé, même si je ne l'ai pas montré comme il fallait. Thomas, j'ai lu cette lettre 3 fois, puis je l'ai pliée soigneusement. Je l'ai mise dans le tiroir avec les autres lettres qu'il m'avait envoyées et que je n'avais jamais lues. Peut-être qu'un jour je les lirai toutes, ou peut-être pas. Ces mots me touchaient. Bien sûr qu'ils me touchaient. Je suis humaine. Je suis sa mère. Une partie de moi voulait croire qu'il était sincère, qu'il avait vraiment changé, qu'il y avait encore de l'espoir. Mais une autre partie de moi, plus sage, plus forte, savait que cela ne changeait rien. Les regrets ne réparent pas la trahison. Les excuses ne reconstruisent pas la confiance. Même si Thomas était sincère, même s'il souffrait vraiment, cela ne signifiait pas que je devais le laisser revenir dans ma vie. Parce que me protéger n'est pas cruel. C'est nécessaire. J'ai parlé de cette lettre à Geneviève. Elle m'a écouté, sans m'interrompre. Puis elle a dit « Vous savez ce que je pense? Je pense que vous avez déjà pris votre décision. Vous cherchez juste la permission de quelqu'un pour l'assumer. » Elle avait raison. Je savais déjà ce que j'allais faire. Rien. Je n'allais pas répondre. Je n'allais pas rouvrir cette porte. Non par vengeance. Non par colère. Simplement parce que j'avais trouvé ma paix. Et que cette paix était trop précieuse pour la risquer. Aujourd'hui, assise près de ma fenêtre, regardant le soleil se coucher sur le jardin de la résidence, je me sens en paix. Une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Peut-être depuis des années. Peut-être depuis toujours. Je ne suis pas amère. Je ne suis pas brisée. Je suis libre. Libre de la culpabilité. Libre de l'obligation. Libre du poids de porter quelqu'un qui ne veut pas marcher. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une seule mère à ouvrir les yeux, cela en vaut la peine. Si elle peut donner le courage à une seule femme de se protéger, de poser des limites, de dire non même à son propre enfant, alors ma douleur aura eu un sens. Parce que voici ce que j'ai appris. Aimer ses enfants ne signifie pas tout accepter. Être une bonne mère ne signifie pas tout sacrifier. Et parfois, le plus grand acte d'amour qu'on puisse faire pour soi-même, c'est de partir. Je m'appelle Suzanne Lefebvre, j'ai 85 ans. Mon fils m'a trahi, mais je suis toujours là, debout, vivante, et plus forte que jamais. Et vous savez quoi? Je suis heureuse, vraiment heureuse. Pour la première fois depuis longtemps, je vis pour moi. Et c'est magnifique. Partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'espoir.